Faire du bénévolat dans un refuge animalier et être au contact d'animaux exotiques et en prendre soin, je pense que c'est un peu le rêve de beaucoup de gens. En tout cas, c'était le mien. Mais en vrai, les gens veulent souvent faire du bénévolat pour avoir une grosse peluche à tenir dans leurs bras et à cajoler, avec lesquelles elles peuvent prendre des photos. Et on va voir que c'est aussi ça le problème. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alex Viseo, j'étais influenceur voyage pendant 10 ans, ouais, c'était mon métier. Et aujourd'hui, je suis expert en personal branding et j'aide les entrepreneurs et les freelances à attirer les bons clients à eux et ne jamais en manquer en leur montrant comment créer du contenu impactant, inspirant et utile pour leur communauté. Et j'ai eu la chance récemment de réaliser un de mes grands rêves qui était de faire du bénévolat dans un refuge animalier. Et je dois avouer que cette expérience a changé pas mal ma vision sur les refuges. Donc dans cette vidéo, je vais te partager l'envers du décor d'un refuge animalier, comment ça se passe au quotidien, comment sont traités les animaux, les conditions sanitaires, la gestion de l'argent et des bénévoles, et également les conclusions que j'ai tirées au terme de cette expérience qui, j'espère, t'aideront à y voir plus clair sur ce sujet un peu touchy. Évidemment, c'est mon expérience personnelle et même si j'ai eu pas mal de retours assez similaires de la part d'autres bénévoles qui ont été dans d'autres refuges, ça reste une vision très personnelle et spécifique de ce que j'ai vécu. Pour te remettre dans le contexte, ça faisait un mois que je vadrouillais en Équateur en mode digital nomade. J'étais venu dans ce pays pour trouver l'inspiration et me rapprocher dans la réalisation de mon grand rêve, créer ma propre réserve naturelle privée. J'étais dans la petite ville de Tena aux portes de l'Amazonie quand je reçois un message de Mathilde, une voyageuse que j'avais rencontrée quelques jours avant. Dans son message, elle me dit « Hey, je suis en train de faire du bénévolat dans un refuge animalier. » Je lui dis « C'est comment ?» Elle me répond « C'est route, il y a des chauves-souris dans ma chambre, mais il y a des animaux partout. » Je lui réponds « Parfait, j'arrive. » Parce que pour moi, ce message, en fait, c'était un peu comme un signe de la vie. Ça me permettait d'allier deux choses qui étaient importantes pour moi, qui étaient un, de réaliser mon rêve de faire du bénévolat dans un refuge animalier, et de deux, de savoir si avoir une partie refuge dans ma future réserve naturelle privée, ça pouvait m'intéresser. Je suis donc parti direction Puyo, au refuge Paseos de los Monos, au bord de la forêt amazonienne. C'est un refuge spécialisé dans l'accueil de singes blessés, perquisitionnés ou tout simplement abandonnés, car ils étaient utilisés comme animaux de compagnie étant bébés. Et ils finissent par devenir incontrôlables et souvent dangereux, puisque ce sont à la base des animaux sauvages qui n'ont rien à faire avec l'homme. Mais ils ont aussi d'autres animaux et je t'expliquerai pourquoi dans la suite de la vidéo. À peine arrivé, le premier soir, j'ai été mis directement dans le bain. On a dû faire une intervention auprès de 2 oslots nouvellement arrivés. Alors un oslo, c'est un félin, c'est comme une panthère mais en miniature, mais ça peut quand même te tuer tellement c'est rapide et que ça a des griffes puissantes. Là, tu vois. On a dû tirer des flèches tranquillisantes sur chacun d'eux pour les endormir. Ils s'y sont repris à 3 fois avant d'arriver à bien viser pour que le sédatif soit efficace. Je ne te raconte pas le stress à chaque tentative. Bon, ils ont loupé le shot, il va falloir essayer pour le rendormir. Le but était d'extraire la femelle de la cage parce qu'elle avait été blessée par le mâle. Au final, je me suis retrouvé avec une mini panthère blessée entre les mains en ne sachant pas trop quand elle allait se réveiller parce que les doses de sédatifs avaient dû être faites très rapidement et ils n'avaient pas le poids exact de l'animal à disposition. Alors autant te dire qu'à ce moment-là, t'as pas envie que le sédatif ça lui fasse l'effet d'un Doliprane, tu vois. L'intervention et le nettoyage des plaies s'est bien passé, mais c'était une sacrée entrée en matière. On a ensuite fait une semaine type de bénévolat dans un refuge, ce qui m'a permis de voir et de comprendre vraiment comment ça se passe de l'intérieur. Alors la grande question c'est, qu'est-ce que tu fais quand tu es bénévole dans un refuge animalier? Alors évidemment, ça dépend des lieux, mais en gros… Tu répares des trucs, tu les améliores, tu les optimises. Sache que là, c'est vraiment réalisé par des professionnels. On s'est assuré que toutes les normes de sécurité étaient respectées. Donc ne refais pas ça à la maison, parce que là, tout est évidemment sous contrôle. Ça n'a pas l'air comme ça, mais on fait ça super bien. Ya! Vraiment, tu viens vraiment squatter là à ce moment-là. Dis pas que c'est un peu dangereux. Par exemple, avec un pote, les 2 premiers jours, on a refait un escalier. Lucas, t'es content d'être filmmaker dans mon équipe? T'es content, hein? Ça se passe bien, les missions, tout ça, les films. Steven, ¿qué tal la escalera? Hola. ¿Qué tal la escalera? Perfecta. Wow. Muy perfecta. Muy perfecta. Bon, je pense qu'il est juste sympa avec nous. Mais il est pas mal en vrai. Bon, de là, ça rend moins bien. Mais voilà, c'est cool. Première mission de la journée. Mais évidemment, tu fais aussi des trucs beaucoup plus sympas, comme soigner les animaux ou donner les médicaments à ceux qui sont blessés. Petite séance vétérinaire. Philippe, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous, Philippe? Putain, arrête, déconne pas. Aïe, qu'est-ce que tu fous? Tu fais un bisou, quoi? Ben oui, mais regarde, t'as un joli bandage maintenant. Voilà, t'es toute soignée. T'es bien comme ça. Ça, c'est toi, ça. Voilà. Ouais, attends, non, déconne pas, arrête.
Oh, rien. Bon, attention, hein. Bon, faut aussi nettoyer les cages, ça c'est un peu moins fun. Faire attention, toi la cage des perroquets. Et si tu fais pas gaffe, tu peux te prendre une mine sur l'épaule. Hein les gars? Genre toi, à mon avis, si je passe au mauvais moment, c'est pas bon. Oh. Parce que eux, malheureusement, ils étaient en captivité, ils auront coupé les ailes. Et du coup, ben, ils ont quelques mots humains, parce que c'était des animaux de compagnie, malheureusement pour eux. Eh bah ouais, vous aussi vous me regardez chelou, hein. Ouais, vous me regardez chelou. Même si rincer les couvertures dans la rivière au bord de la jungle, ça reste quand même stylé. Mais moi ce que je préférais, c'était gérer la nourriture. Mais quand tu dois nourrir tout un refuge avec plus d'une centaine d'animaux, chaque matin, il y a un gros boulot de découpage de fruits et légumes. Ça prend du temps, mais quand ensuite tu te balades à travers le refuge pour aller les nourrir, ça vaut toutes les heures de travail du monde. De voir leurs petites bouilles toutes mignonnes et toutes attendrissantes, clairement, ça te fait fondre. Bon les gars, dernier 4 heures avec moi, hein. Oh bah fais pas le difficile, hein. Les carottes c'est bon pour la santé. Allez, tu arrêtes, tu prends un peu de concombre et des carottes. Je vais pas chercher les mangues au fond, hein. Alors, c'est bon. Ah voilà, toi tu manges du concombre, c'est bien. Pas comme toi, la petite schnappant là. Bon, par contre, ceux en liberté sont plutôt vifs. Et il faut faire gaffe, car ils ont des penchants de pickpocket. Dégage, allez, allez. Dégage, allez. Ah c'est dangereux de nourrir les animaux là. faut être en plus quand t'es recouvert par la jungle comme ça peut arriver de n'importe quel côté. Petit voleur. J'ai commencé aussi à prendre conscience de l'implication financière que cela avait de tenir un refuge. Chaque semaine, ça leur coûtait 300 € de fruits et légumes. Ce qui en Équateur est énorme quand tu sais qu'un repas coûte 3 € et que le salaire moyen tourne autour de 2 à 300 €. Mais j'ai aussi vite compris à quel point on pouvait vite s'attacher à ces animaux incroyables quand on s'en occupe tous les jours. Sauf qu'à force de me balader dans le refuge, j'ai commencé à avoir une question qui m'obsédait. Pourquoi on ne les relâche pas? Romina, ¿podrías resumirme por qué esos animales no se pueden liberar? Bueno, hay algunos que sí son aptos para liberación, pero tiene que pasar un proceso bastante largo. Lamentablemente estos animales todos han sido mascotas. Este es un orfanato que alberga animales que fueron cazados y entregados a manos humanas. Entonces todos han pasado por el cuidado de humanos, por lo tanto obviamente no van a saber defenderse en la naturaleza. Tienen una impronta muy marcada, que es un comportamiento que se repite y confían demasiado en su mayor depredador, que somos nosotros mismos, los humanos. Claro. ¿Ya? Además, por ejemplo, en el caso de las aves, ellas ni siquiera, al haber aprendido palabras humanas, ni siquiera saben comunicarse en la naturaleza. ¿Ya? Y muchos también de estos animales les falta alguna extremidad, ya sea el brazo, la pierna, la cola, que para los monos es súper importante. Claro. Por lo tanto no pueden volver la gran mayoría, pero hay otros que sí lo van a hacer. Quand j'ai compris que les refuges n'étaient que le reflet des erreurs irréversibles de l'homme, ça m'a fendu le cœur. Je me suis senti impuissant face à tous ces animaux qui ne retrouveraient jamais leur liberté. Je me rendais compte que les refuges n'étaient là que pour alléger la souffrance de ces animaux, mais qu'au final, elles ne s'arrêteraient jamais. Je me suis aussi vite rendu compte de tous les problèmes auxquels un refuge doit faire face en permanence. Trouver de l'argent pour nourrir les animaux, trouver des bénévoles et savoir les gérer, arriver à maintenir des structures en état, gérer les blessures des animaux et les frais de vétérinaire. Et là où j'étais, au refuge Paseo de los Monos à Puyo, il y avait évidemment aussi beaucoup de problèmes. La difficulté de récolter des fonds, qui se faisait grâce aux visites des touristes, principalement locaux, et du petit restaurant qu'ils avaient à l'entrée du refuge. Le problème de savoir gérer les bénévoles, de savoir donner envie de faire une tâche plutôt que donner des ordres sans vraiment fournir les bonnes infos ou les bonnes ressources. D'arriver à créer des supports pour fluidifier l'arrivée des bénévoles, pour ne pas avoir à se répéter encore et économiser l'énergie et le temps de tout le monde. Mais c'est tellement compliqué de créer des process optimisés quand on n'a jamais été formé pour. Un autre de leurs grands problèmes est d'accepter ou pas d'accueillir des nouveaux animaux que le gouvernement leur ramène suite à des perquisitions, alors qu'ils savent qu'ils n'ont pas vraiment l'espace pour. Et j'ai d'ailleurs appris que, malheureusement, bien qu'elle ait été emmenée dans une clinique vétérinaire, l'oslo femelle qu'on avait soignée le premier soir était morte de la suite de ses blessures, car le mâle lui avait infligé des fractures très profondes au niveau des côtes qui ne se voyaient pas. Et alors là, je me suis demandé, mais pourquoi
le mal avait attaqué. Ben, ça peut être le stress du transport dans ce nouveau refuge, parce qu'à la base, ils viennent d'un zoo où ils étaient maltraités. Ça peut être aussi les cages qui ne sont pas forcément bien adaptées, puisque à la base, ça reste un refuge qui accueille des singes. Et là, je me prends une grosse claque, parce qu'en fait, j'apprends que ce sont des membres du ministère de l'Environnement qui leur ont donné les osselets en mode « Hey, salut, on vient de perquisitionner 2 osselets, vous les prenez ?» Le refuge, ben non, on accueille surtout des singes, on n'est pas trop adapté, puis on n'a plus trop de place. Ok, bon bah si vous les prenez pas, bah on devra les euthanasier. Et là je me dis, waouh, le courage et la torture mentale que ça doit être de dire, ok, j'ai pas vraiment la place, mais si je les accepte pas, ils meurent. Parce que le gouvernement il se prend pas la tête, je te le dis tout de suite. Et là je me suis vraiment dit, ah ouais, c'est pas des choix blancs ou noirs. Il y a de l'affect, il y a de la peine, il y a des responsabilités, c'est pas facile de tenir un refuge. Et j'ai vraiment commencé à comprendre le rôle que jouait ce refuge et des responsabilités qu'ils acceptaient d'endosser pour sauver des animaux tout en sachant qu'il y en a certains qui, malgré tout, ne survivraient pas. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir des structures adaptées si on continue à leur amener toujours des nouveaux animaux. Et je me suis dit franchement, bravo le refuge Paseo de los Monos parce que ok, c'est loin d'être parfait, mais en vrai, il n'y a rien qui leur facilite la tâche. Et que malgré tout, depuis toutes ces années, ils le font et ils ne sont jamais découragés. Du coup, ce que j'en ai retenu à titre personnel de cette expérience, c'est déjà je déteste voir des animaux en cage. Et même si je sais que c'est pour leur bien, c'était vraiment difficile pour moi de les voir enfermés. Et honnêtement, je ne sais pas si je pourrais avoir une partie refuge dans ma future réserve naturelle. Pourtant, je sais qu'il en faut pour réparer les erreurs que d'autres ont faites. 2. Gérer un refuge et n'importe quel autre projet, c'est comme gérer un business. Si tu veux que ça fonctionne, il faut savoir attirer l'attention en créant du contenu sur les réseaux sociaux et d'ailleurs avec le bouche à oreille aussi pour pouvoir justement avoir des revenus et aussi attirer des ressources humaines intéressantes, donc les bonnes personnes qui vont fitter avec ton projet. Il faut aussi arriver à créer une belle cohésion d'équipe, une bonne ambiance pour que les gens qui viennent s'impliquer dans le projet n'aient pas l'impression et la sensation de travailler. Il faut que les gens ils sentent qu'ils font partie d'une aventure, qu'ils savent pourquoi ils le font, quelles sont les valeurs, quelle est la mission vraiment identifiée du projet, du refuge ou du business pour que justement ça soit partagé par tout le monde et qu'ensuite tout le monde soit sur la même longueur d'onde et que ce soit plus efficace. Il faudrait aussi dans l'idéal que chaque personne qui vienne au refuge donner du temps, on puisse recueillir son avis, ses idées, ses feedbacks pour pouvoir optimiser le lieu et puis donner à d'autres personnes l'envie de venir parce qu'il n'y a rien de plus puissant que si moi je te dis par exemple achète mon produit, c'est moins puissant que s'il y a une autre personne qui elle l'a acheté en tant que consommatrice et qui dit franchement ce produit il est top. Ça donne beaucoup plus envie. Et ça c'est pareil dans le business, avoir des testimonials, c'est un des meilleurs arguments que tu peux avoir. Donc il faut y penser aussi quand on a un refuge je pense. Et dernière chose, j'ai compris qu'il faut savoir accepter le chaos. Parce que fait c'est mieux que parfait. Et parce que oui, parfois c'est le bordel, mais en vrai quand les bases sont là, ça marche. Et à Paseo de los Monos, il y a une bonne ambiance, il y a des gens passionnés, des gens qui veulent consacrer leur temps à faire des choses bien, des choses positives, donc ça marche. Alors n'hésite pas à aller donner un coup de main et offrir de ton temps au refuge Paseo de los Monos à Puyo en Équateur parce qu'ils en ont vraiment besoin. J'ai mis le lien de leur site et le contact WhatsApp dans la description de la vidéo. Et si tu veux savoir comment attirer l'attention de façon saine et positive sur ton projet pour avoir en permanence des clients et des opportunités qui viennent à toi, je t'ai mis le lien de Brandéo Impact qui est ma formation en personal branding et en stratégie de création de contenu. Et puis si le cœur t'en dit, n'hésite pas aussi à prendre 2 minutes pour me laisser ton avis sur le sujet des refuges animaliers ou peut-être un retour d'expérience sur un bénévolat que tu as pu faire. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Merci d'avance et surtout, pense à toujours viser haut.